Je présente. Donc, bonsoir. Je m'appelle Luc Laforêt, j'ai 63 ans. Je suis ingénieur en informatique à la retraite. Et j'ai fondé début 2020 une initiative qui s'appelle Une perspective, la 6e République, dont Camille Cadou connaît bien l'histoire un peu. L'idée de départ, c'est que nous allons vers la barbarie. Et les différentes barbaries dont on parle, qui sont évoquées, que les gens essayent de répondre par la résilience, elle est multifactorielle. Et pourquoi je parle de barbarie? Parce que la barbarie, c'est le mot qui résume en définitive tous les dysfonctionnements de la société et la trajectoire vers laquelle nous allons. Donc on peut parler de la guerre qui est revenue en Europe, de l'environnement, de l'éducation, du transhumanisme, des pandémies, des néo-nazis véritables, etc. Qu'est-ce que c'est que la barbarie? La barbarie, c'est les atteintes à l'humanité, justement, aux besoins du corps et de l'âme. Donc, pour paraphraser Simone Veil, la philosophe, 1909-1943. Pas confondre avec la ministre de Giscard. Et aujourd'hui, ça se caractérise notamment, cette trajectoire vers la barbarie, par le fait que nous avons une élite qui est décadente. On voit bien aujourd'hui, avec toutes ces transgressions qu'ils ont, avec les drogues, la pédophilie et toutes ces choses qui touchent en définitive nos dirigeants. Mais qu'est-ce que c'est que le contraire de la barbarie? Le contraire de la barbarie, c'est la civilisation. C'est le fait de savoir vivre ensemble. C'est en définitive, et c'est le point de départ en définitive de ma démarche, c'est d'essayer de fonder un espoir. Parce que les constats, aujourd'hui on n'en fait pas trop, mais il y a plein d'endroits où j'ai eu l'occasion d'aller, notamment à Pétos l'année dernière, où en fait on fait beaucoup de constats, on fait beaucoup de lamentations, mais en définitive on ne trouve pas de solution. Et le point de départ de ma démarche, c'est d'essayer de trouver des solutions, de trouver justement un modèle de société qui permette de s'en sortir. Parce que, et là, Bertrand Scholler, qui était là à Pétos l'année dernière, pas très loin d'ici, nous l'a dit de toute façon, notre civilisation va s'écrouler. Elle est en train de s'écrouler, elle va s'écrouler. Ça, c'est quasiment une certitude. Donc, si on va dans cette trajectoire, comment fonder un espoir? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'en fait, un espoir est possible. Il y a une possibilité qui va dans le sens de l'histoire et d'avoir un autre modèle de société. Parce que c'est pas si évident que ça, à vrai dire. Et même, une deuxième bonne nouvelle, c'est que sauf barbarie ultime, celui de la guerre nucléaire, qui n'est pas si loin que ça de nous, elle n'a jamais été aussi proche de nous que durant ces dernières années et ces derniers mois, c'est que ce nouveau modèle de société, il va advenir. Quoi qu'il arrive. Même si ici on ne fait rien et qu'on continue la trajectoire actuelle, ce nouveau monde, il est en train de se mettre en place. Le monde multipolaire, il est en train de se mettre en place. De toute façon. Donc ici, ça va s'écrouler, ça va s'effondrer, ça va être détruit. Il va y avoir beaucoup de choses détruites ici. Ça sans doute peut-être nécessaire pour pouvoir rebondir, justement, qu'il y ait un certain nombre de destructions ici. Ça serait malheureux. Ça aurait été mieux si on avait pu l'anticiper. Mais je n'y crois guère. Mais comment éviter cette barbarie ultime? Déjà éviter, parce que cette barbarie ultime, celle de la guerre nucléaire, qui est si proche de nous aujourd'hui, c'est déjà se mobiliser contre la guerre. Je ne sais pas si vous le savez, mais en Europe, il y a quand même beaucoup de pays où il y a des mobilisations contre la guerre. En France, il n'y a rien. Quasiment rien. Personne ne se mobilise contre la guerre. Donc ça, moi, si j'ai un appel à passer ce soir, c'est déjà de se mobiliser contre la guerre. Parce que la guerre, elle est en Europe, et elle va nous toucher directement. Elle nous touche déjà directement. Et puis, l'autre condition, c'est soit d'être actif, c'est-à-dire de faire que ce changement de monde vers ce monde multipolaire, nous agissions dessus, donc essayer d'être actif, ou au contraire d'être réactif et de se laisser aller et de mal réagir et de se faire en définitive subir tous les effets délétères de cette transition.
Parce que le vrai enjeu, c'est de changer le système. On est d'accord. Je pense qu'on est là-dessus. Je pense qu'on est tous d'accord sur cette idée. Mais pour changer le système, il y a quand même une condition pour que ça se passe dans de bonnes conditions, c'est de savoir où on va. C'est d'avoir un but. Est-ce qu'on a un but? Moi, personnellement, j'ai entendu beaucoup de gens ici, peut-être que ça va vous choquer. Moi, je ne crois pas à la génération spontanée. Je ne crois pas qu'en mettant 1000 personnes ou 10 000 personnes ensemble, il va sortir le truc qui va permettre. Il y a un certain nombre de gens qui ont déjà réfléchi à ces sujets depuis des années et des années. Je vais pas parler de Simone Veil tout à l'heure, mais comme il est vrai que tout le monde n'est pas capable de pondre la théorie de la relativité d'Einstein, eh bien, des éléments les plus élevés, notamment les besoins du corps et de l'âme, même s'ils sont au fond de nous tous, seuls quelques-uns, quelques plus grands penseurs ont été capables de les modéliser. Et j'en suis totalement, personnellement incapable. Alors, la bonne nouvelle, cet espoir possible, moi, c'est ce que j'appelle la quatrième voie. La quatrième voie, c'est-à-dire un modèle de société viable, réaliste, mais qui va dans le sens de l'histoire. Mais pour qu'il soit réaliste, il faut qu'il adresse les forces sociales. Parce que si on fait un modèle de société où on se fait juste plaisir, en se disant « Ah ben moi j'aimerais bien que ça soit comme ci, qu'on fasse plein d'assemblées machin chouette, et puis etc. » Ça ne marchera pas. Ça ne peut marcher qu'à une condition, c'est si on prend en compte les forces sociales, les classes sociales. Parce qu'aujourd'hui, les mondes ont été dominés par des classes sociales. C'était hier les aristocrates à l'époque de la monarchie. Aujourd'hui, ce sont les grands capitalistes qui dirigent la société. Ce sont des classes sociales, des classes dominantes. L'idée de la quatrième voie, c'est sa chose fondamentale, je vais essayer de faire court puisque tu me l'as demandé, c'est de ne plus avoir une seule classe dominante, mais d'avoir deux classes en opposition, coopération permanente, la petite et moyenne bourgeoisie, d'une part, et peut-être les associations dont fait partie les groupes locaux et des choses comme ça, d'une part, et de l'autre côté, les salariés. Et avec ce qui représente quand même 90% de la population. Hein. Et en mettant en place une constitution qui mette ça en jeu et en mettant justement le contrôle citoyen comme le pouvoir supérieur. Comme celui qui dirige tout en définitive, qui a la force coercitive, qui a les moyens d'aller casser la gueule pour parler très clairement, qui ont la force coercitive la plus forte pour pouvoir dire vous ne respectez pas vos engagements citoyens, on vous dégage. Ou on le fait par un référendum, etc. Autre élément très important pour que ce modèle soit viable, il faut qu'il soit supérieur d'un point de vue économique et social. Si vous remplacez un modèle par un modèle qui est moins efficace socialement et économiquement, il sera balayé. C'est ce qui s'est passé avec les expériences communistes. Les expériences communistes, ils étaient moins efficaces que les expériences que le capitalisme. Ça se traduit très simplement. En Allemagne de l'Est, les gens, ils avaient des Trabants. Pourquoi est-ce qu'ils ont renversé le mur? Parce que de l'autre côté, ils avaient des BM. Les mêmes personnes. Ça se traduit tout simplement comme ça. Eh bien, si vous ne mettez pas en place un modèle de société qui est supérieur économiquement et socialement, les deux couplés, il n'a aucune chance. Il sera balayé par soit de l'intérieur, soit par l'étranger. Parce que les capitalistes étrangers, c'est ce qu'ils font en Ukraine, ils agissent aussi. Hein, ils vont pas rester les bras croisés s'ils voient qu'il y a quelque chose qui se met en place quelque part. Donc ce modèle supérieur, ben moi je dis, oui, ce modèle de coopération, opposition entre le salariat d'un côté et la petite et moyenne bourgeoisie et les initiatives locales, oui, ça va être supérieur. Parce que vous avez à la fois un réseau de petites et moyennes entreprises, donc vous donnez la capacité aux gens d'avoir de l'initiative, mais vous empêchez que ça devienne des grands monopoles, des grands capitalistes énormes, donc vous limitez l'accumulation du capital. Voilà une des raisons tout à fait importantes qui permettent d'éviter les multinationales, les grands groupes comme les Carrefour, etc., etc. Autre élément très important, mettre les besoins du corps et de l'âme au cœur de la Constitution, tout en haut dans le préambule, pas comme c'est aujourd'hui de façon très évasive dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais en s'appuyant justement sur des gens comme Simone Veil, comme Michel Clouscar, donc des philosophes, des gens qui ont réfléchi, qui ont passé leur vie à réfléchir à ça, de mettre ça dans le préambule de la Constitution, de virer cette Déclaration des droits de l'homme et tout ça, qui n'est qu'un instrument pour nous tromper,
de déclarer réellement quels sont en détail les besoins du corps et de l'âme humaine. Et ça, de le mettre comme des garde-fous tout en haut de la Constitution. Voilà, j'en resterai là. Je pourrais continuer, mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à venir me voir. Il y a un certain nombre de papiers qui expliquent la quatrième voie et tout ça. Voilà. Merci. Petite question pour toi, Luc, du coup, Didier, vas-y. Alors, si vous évoquez l'époque du mur, avec effectivement ces gens de l'Est qui rêvaient vraiment de l'Ouest, il y a eu 20 ans après l'âge du mur, Ignacio Ramirez, qui était rédacteur en chef du Monde diplomatique à l'époque, avait créé un très bon article là-dessus, où il posait la question aux gens de l'Est, en disant 20 ans plus tard, alors, comment va la vie? Et la réponse a été la suivante. Ben, vous savez, à l'époque du communisme, effectivement, si je disais un mot sur le président, je me faisais enfermer. Par contre, si je disais merde à mon chef, je me faisais ni virer de la boîte, et ni reprendre la maison. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'effectivement, je peux dire merde au président. Et si je me dis merde à mon chef, je me fais virer de chez moi, je me fais virer de mon boulot. Et le gars, il finissait par dire, l'un dans l'autre. On n'était pas si mal à l'époque. Je connais une Moldave aussi qui disait ça. Ouais, oui. Sauf que la réalité politique, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la fausse alternative. Et la réalité politique aujourd'hui, c'est que aujourd'hui la RDA a disparu. Et il n'y a plus que la République fédérale d'Allemagne qui s'impose partout. Ça, le fait politique concret, c'est quand même celui-là. La réalité, c'est ça. Yougoslavie, pareil. Tout à fait.